Ça, c'est quand il est parti au Maroc. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Il y a 6 ans, Ah, ça, c'est quand il est parti au ski. Marc et sa fille Nelly ont perdu un être cher. Quand on était jeunes, mes parents travaillaient, c'est moi qui m'en occupais. Pratiquement, il avait 5 ans de moins que moi, il était toujours dans mes pattes. C'est moi qui l'amenais à l'école. Quand je sortais de l'école, je l'attendais. Patrick, le frère de Marc, a été retrouvé mort, assassiné. C'était quelqu'un qui était apprécié de beaucoup de gens. C'est un bon vivant. Il aimait les gens et les gens l'aimaient en retour. Hein. Ouais. Jamais on n'a pensé à un truc comme ça. Jamais. Il n'est pas d'ennemi. Hein. Il n'a aucun ennemi. Le seul qu'il a eu l'a tué. Hein. Ouais. 6 ans que Marc attend un procès qui s'ouvrira demain à Montpellier. Une interminable enquête pour tenter de confondre un homme et une femme qui auraient agi par vengeance, sur fond de rivalité amoureuse. Patrick Isoard, 49 ans, divorcé, père d'une fille de 12 ans, vivait chez sa mère dont il s'occupait. Une vie simple, passée entre son travail de livreur à l'hôpital, ses amis et sa famille. Le mardi 24 juin 2014, Marc, son frère, reçoit un appel. Ma mère m'appelle vers 10h et elle me dit, je suis inquiète, elle me dit, Patrick, il est pas rentré dormir, il n'a pas été au gala de la petite le lundi soir, elle me dit, et puis, alors moi je lui dis, tu es appelé à l'hôpital, elle me dit, ouais, elle me dit, j'ai vu son collègue là, Lulu, et il m'a dit qu'il n'avait pas été travailler. Ça m'a inquiété quand même, le fait de... Voilà, là, je m'inquiète un peu parce que le fait de... Il y a trop de trucs... Laisser ma grand-mère comme il a laissé, alors que voilà, c'est une personne âgée, il s'occupait d'elle, il savait très bien qu'il fallait qu'il la prévienne pour pas qu'elle se fasse de soucis. Enfin voilà, ils vivaient ensemble, ils étaient tous les deux, donc voilà, il y avait ce rapport-là de je te préviens, je rentre pas, je fais ça, je vais là-bas, tu es au courant de tout. Et là, que ma grand-mère ait pas de nouvelles, pour moi déjà, c'était pas possible, quoi. Marc apprend par des copains de Patrick que la veille, son frère avait rendez-vous avec une jeune femme dans cette rue, à l'entrée du cimetière. Sur place, Marc retrouve le scooter de son frère et dans le coffre, son portefeuille et son téléphone portable. Le portable, bon, moi je l'ai pris et j'ai regardé là un peu là, les numéros et je suis tombé sur la fille avec qui il avait rendez-vous. Et cette fille-là, je lui ai dit, c'est toi qui as eu rendez-vous avec mon frère au cimetière? Elle me dit oui. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait au cimetière? Elle me dit, on est resté devant le cimetière hein, et on est parti chacun d'un côté. Voilà, il m'a laissé en plan, elle me dit. Voilà. Cette jeune femme, Audrey Louvet, est mère de 2 enfants. Une Sétoise de 33 ans qui alterne les petits boulots et vit des minima sociaux. Elle a eu une aventure avec Patrick 7 ans auparavant et avait pris contact avec lui seulement 15 jours avant sa disparition. Patrick s'en était d'ailleurs étonné, comme il l'avait confié à Philippe, un très bon copain. Ce soir-là, il me dit, écoute, il faut que je te fasse goûter quelque chose parce que ça me perturbe et j'ai besoin de ton avis. Je dis, il n'y a pas de problème. Il m'a fait écouter l'appel. Je ne connaissais pas du tout cette fille, mais elle avait une voix langoureuse au téléphone, une voix mielleuse. Patrick, tu te souviens de moi, je pense souvent à toi, j'ai envie de te revoir. Tu veux pas qu'on aille boire un café avec Sam, on discutera. Je suis seul. Ouais. Je lui faisais du rentre-dedans, mais alors flagrant. Hein. Il m'a dit, tiens, pense quoi? J'ai dit, j'en pense qu'elle te propose autre chose qu'un café. Et il m'a dit, c'est bien ce que je pensais. Il m'a dit, mais ça me paraît tellement bizarre. Il m'a dit, parce que j'ai plus jamais eu de nouvelles. Et du jour au lendemain, elle me rappelle. Mais j'ai dit, écoute, profite, hein, tant que tu peux profiter. Hein. Et après, tu verras ce qui se passe. Après 2 jours sans nouvelles, Marc signale la disparition de son frère. Les policiers s'intéressent aussitôt à la jeune femme. Sur ses relevés téléphoniques, ils constatent qu'avant ou après chaque contact avec Patrick Isoard, elle s'empresse d'appeler un autre homme. Rémi Chêne, 44 ans, coiffeur à domicile. Comme si elle lui rendait des comptes. Autre élément troublant, le téléphone de cet homme borne aux alentours du cimetière le jour de la disparition.
Interrogés en garde à vue, Audrey Louvet et Rémi Chesne nient toute implication. Rémi Chesne explique qu'Audrey n'est qu'une amie et que ce jour-là, il l'a déposée au cimetière tout simplement parce qu'il avait un rendez-vous à proximité. Ils sont relâchés. 3 semaines plus tard, à 300 mètres à peine du lieu de rendez-vous, la police découvre le corps de Patrick Histoire dans cette grotte. Un vaste réseau de galeries creusées par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans cette petite cavité, son cadavre est retrouvé ligoté, partiellement brûlé, la tête recouverte d'un sac plastique. Patrick Histoire a été abattu d'une balle dans le dos et d'une autre dans la tête. Mais aucun ADN, aucun témoin, pas d'arme du crime. C'est d'Audrey Louvet que va venir la clé du mystère. Dans les mois qui suivent, elle s'installe à Lunel, à 70 km de Sète, où elle ne connaît personne et n'a pas de travail. Elle sympathise avec cette jeune femme, une voisine qui souhaite rester anonyme et qui se souvient de son comportement pour le moins étrange. Elle avait un petit F2, tout dans le noir, tous les volets fermés, les volets de la cuisine, les volets du salon, les volets de la fenêtre, toujours dans le noir. Elle avait 2 petites lampes qu'elle laissait allumer. Elle ne voulait pas mettre la lumière. Quand on tapait, il fallait se taire, ne pas faire de bruit. Elle allait à son Judas, elle regardait pour voir qui c'était. Alors si elle ne voulait pas ouvrir, on restait là, tel des statues, sans bruit, en attendant que la personne s'éloigne. Elle vidait, cloîtrait. Elle avait l'air d'avoir peur. Elle avait peur. Mais vous saviez de quoi? Absolument pas. À sa voisine, Audrey parle sans arrêt du meurtre de Patrick Histoire. Elle évoque aussi souvent l'un de ses amis, Rémi Chesne, qu'elle finit par accuser. Ce dernier lui aurait demandé d'attirer Patrick dans la grotte. Nous étions dans la cuisine et nous étions en train de discuter de tout et de rien. Et elle s'est mise à me dire qu'elle avait été manipulée par lui, qu'il s'était servi d'elle. Mais comment ça, il t'a manipulée? Oui, il s'est servi de moi. Mais Audrey, qu'est-ce qu'il t'a fait? Elle m'a expliqué que M. Rémi l'avait déposée et que par la suite, elle s'est retrouvée avec M. Histoire où elle lui avait donné rendez-vous. M. Histoire n'a pas voulu la suivre dans la grotte, donc elle lui a prétexté une gâterie pour le faire entrer dans la grotte et qu'elle serait partie en laissant M. Histoire dans la grotte. La voisine alerte aussitôt les enquêteurs. Ce témoignage confirme leurs doutes, car en poursuivant leur enquête, ils ont découvert plusieurs éléments troublants, résumés dans leurs conclusions. Rémi Chesne, tout comme Audrey Louvet, ont volontairement supprimé de leur téléphone portable toute trace de leurs échanges téléphoniques, fort nombreux. Rémi Chesne a aussi tapé des mots-clés suspects sur Internet. Alibi, attiré, cartouche, cimetière, enflammé, preuve. En mars 2016, après 2 ans d'enquête, ils sont tous les deux mis en examen et placés en détention. Audrey Louvet répète qu'elle a été manipulée par Rémi Chesne. Elle affirme qu'une fois arrivée dans la grotte avec Patrick, elle a découvert Rémi masqué et armé d'un fusil. Là, il l'aurait contrainte à ligoter Patrick, puis lui aurait ordonné de quitter les lieux. Pourquoi se serait-elle prêtée à ce jeu sordide? Selon son avocate, Rémi lui aurait juré que Patrick lui devait beaucoup d'argent et qu'il voulait simplement lui faire peur. Ce qui est sûr, c'est qu'elle, au moment où elle accepte de faire ça, elle n'imagine pas une seule seconde que ça va avoir comme résultat final le décès d'un homme. Ça, c'est une certitude. Je pense que quand on le raconte comme ça, on se dit « mais n'importe quoi, personne n'aurait cru un truc comme ça ». Mais quand on connaît la personnalité d'Audrey, qui
est quelqu'un qui fait confiance, en fait. Et dans le cadre des expertises, je veux dire, c'est implacable. C'est-à-dire qu'il y a des carences au plan affectif qui ont fait qu'elle s'est construite avec ces carences et qui fait que elle en demande d'affection, d'amour et d'attention. Et donc, quand quelqu'un s'intéresse à elle, prend de ses nouvelles, et surtout quand quelqu'un a besoin d'elle, ce qui n'est certainement jamais arrivé dans sa vie, à part ses enfants en sa qualité de maman, elle, en fait, elle ne remet pas du tout en question, à aucun moment, elle ne remet en question le fait que ce qu'il lui dit peut ne pas être vrai. De son côté, Rémi Chêne continue de nier les faits. Ses recherches sur Internet ? Une coïncidence. Les messages effacés ? Un hasard. Et pour l'avocat de Rémi Chêne, Audrey Louvet a trop souvent changé de version pour être crédible. La stratégie de défense a changé. Elle n'est plus innocente, elle est victime. Elle n'est plus innocente, elle a été manipulée. Et à partir de là, sa stratégie, ça va être de dire « c'est pas moi ». Alors j'ai une petite part de responsabilité, mais le coupable, c'est Chêne. Rémi Chêne comparé devant la cour d'assises de l'Hérault sur la seule base des déclarations d'Audrey Louvet. On n'a trouvé aucune arme et surtout, on n'a pas trouvé son ADN dans cette grotte. La justice est pourtant convaincue que Rémi Chêne a organisé le meurtre de Patrick Isoire. Elle aurait même trouvé le mobile. La vengeance d'un adultère vieux de 5 ans. Car surprise, Patrick, la victime, avait une liaison avec Nadège, la femme de Rémi, 5 ans plus tôt. Patrick et Nadège travaillaient ensemble à l'hôpital de Sète. Un jour de juillet 2009, à l'issue d'un pot entre collègues, et après plusieurs semaines de flirt, ils ont une relation intime. Le lendemain, Nadège est retrouvée chez elle pendue dans son garage. Rémi dit l'avoir découverte au réveil. Et à côté d'elle, soigneusement posée, son alliance, sa montre et cette lettre manuscrite. Pour Jean-Marc Darrigade, l'avocat des proches de Patrick, le contenu de cette lettre pose aujourd'hui question. Là, ce qui est intéressant, c'est ça. Rémi, j'ai vraiment de profonds regrets de ce qui s'est passé, car je t'ai trompé. J'avais trop bu, déjà c'était une erreur. Et tout s'est enchaîné. Je me rappelle, alors là, je n'arrive pas trop à lire, je me rappelle de mes faits et gestes, mais voilà, c'est une grosse erreur. Et je regrette de m'être donné à quelqu'un qui, en plus, travaille avec moi. Et cela me met dans une situation particulièrement difficile. Point. Donc là, c'est absolument pas la lettre de quelqu'un qui se suicide. C'est comme une attestation faite contre soi-même dans le cadre d'un divorce. Il n'y a pas un mot de revoir ni pour sa fille, ni pour son mari éventuellement, ni un mot d'excuse d'en avoir recours à cette extrémité, il n'y a rien. Alors que tout le monde sait que c'était la prunelle de ses yeux, sa fille. Voilà, elle ne vivait que pour elle. Donc c'est impossible que ceci soit une lettre d'adieu. À l'époque, la police entend les proches de Nadège, mais aussi Patrick Isoire. Il disait être lui aussi troublé par ce suicide. J'avais dit à Nadège que je ne voulais pas être celui qui briserait son couple. J'étais très attiré par elle et je voulais que les choses se passent bien. Elle m'avait confié qu'elle n'aimait plus son mari, elle ressentait une lassitude. D'ailleurs, on s'est revus hier soir, 21h. Elle est passée me chercher en voiture, elle a discuté. Là, elle m'a demandé si je voulais que notre relation perdure. Je lui ai confirmé en lui disant que je l'aimais. On est resté un quart d'heure ensemble, on s'est embrassés et serrés dans les bras. Et elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'avec son mari, elle voulait rompre, mais tout doucement. Elle voulait laisser du temps à son mari. Elle m'a dit également qu'elle se sentait bien avec moi. Pour l'accusation, aucun doute. Rémi Chêne se serait vengé en tuant d'abord sa femme, puis son amant, 5 ans plus tard. Laurine, 22 ans, est l'unique fille de Rémi Chêne et de Nadège. Elle ne croit pas une seule seconde à cette thèse. Elle avait 11 ans à la mort de sa mère. Les derniers temps, ma maman n'allait pas très bien. Elle se disait possédée par des sorciers, donc elle se sentait pas bien dans sa peau et elle faisait énormément de crises de somnambulisme.
mais des très très grosses crises de somnambulisme. Donc non, c'est très compliqué pour moi, puisque d'autant plus qu'au moment de son suicide, j'étais dans la maison. Donc je sais très bien qu'il n'y a pas eu de dispute ou autre. Pour moi, mon père n'a rien à voir dans cette affaire et c'est pas un assassin envers personne et il a rien à voir avec quelconque meurtre et voilà. L'avocat de Rémi Chesne, lui non plus, dit ne pas comprendre le mobile avancé par l'accusation. Quel homme faut-il être pour, 5 ans après, venir et se venger? Se venger et tout perdre? Parce que si c'est le cas, il a tout perdu. Il a perdu sa fille, il a perdu sa femme, il a perdu sa liberté, il a perdu sa dignité. Il aurait tout perdu 5 ans après alors qu'il est en train de se reconstruire. C'est le mobile, mais je trouve qu'il est très fragile. Une nouvelle enquête a été ouverte sur le suicide de Nadège. Elle est toujours en cours. Quant à l'affaire Patrick Isoard, Audrey Louvet et Rémi Chesne comparaîtront à partir de demain pour enlèvement, séquestration et assassinat. J'ai pas mal d'articles là. Après 6 ans d'attente, Marc Isoard, le frère de Patrick, attend cette journée comme une délivrance. Je veux revoir sa tête et qu'il y ait un prison jusqu'à la fin de ses jours et puis voilà, quoi, qu'on n'en parle plus. S'il avoue, si c'est bien, s'il avoue pas, c'est pareil. Quand vous lisez le dossier, il n'y a aucun doute que c'est lui, quoi. Avec tout ce qu'ils ont, si lui s'en sort, on peut tuer les gens. Il n'y a aucun problème. C'est... Non, je suis confiant. Je languis déjà d'y être au procès le dernier jour. Audrey Louvet et Rémi Chesne encourent la réclusion à perpétuité.